Le problème, c'est que précisément, il n'y a pas de définition simple. Disons, il n'y a pas de définition qui pourrait dire, voilà, ça va nous servir de critère, quoi. Bon, en général, disons, dans ces questions-là, on commence par regarder les dictionnaires, savoir si les dictionnaires vont vous éclairer, quoi. Et bon, je crois que dans le Littré, que la première définition du beau, c'est ce qui plaît par sa forme. Mais bon, ce qui plaît par sa forme, le problème, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire, quoi, précisément, quoi. Or, ça, bon, il y a deux manières, finalement, enfin, de le penser. Première manière, à savoir, c'est évidemment ce qui plaît en tant que finalement il a la forme qu'il devrait être, c'est-à-dire bon, au fond l'idée que bon, il y a des critères qui définissent en quelque sorte bon, une forme belle, critères on peut dire classiques ou traditionnels. C'est plus ou moins, ben, disons, des critères d'harmonie entre des éléments différents, quoi. C'est-à-dire que, bon, le critère, disons, le critère classique, traditionnel, disons, d'un beau corps, c'est un corps dont tous les éléments, dont tous les membres, toutes les parties sont bien ajustées les unes aux autres, quoi. Bon, Platon retire aussi une définition plus large de la beauté, puisque il parle du beau discours. Un beau discours, c'est précisément un discours où, en quelque sorte, toutes les parties sont ajustées les unes aux autres comme des membres, quoi. Donc voilà, il y a cette idée très souvent au fond, de proportion harmonieuse. Bon, disons, bien sûr, à la Renaissance, il y a l'idée du nombre d'or, à savoir finalement, on peut en quelque sorte trouver l'essence de la beauté d'une architecture, d'une peinture, à partir effectivement d'un rapport mathématique très strict entre ces éléments, quoi. Au XVIIIe siècle, bon, il y a un spécialiste de la peinture qui a inventé quelque chose qu'il appelle la balance des peintres. À savoir, bon, il prend, bon, je crois, bon, trois critères distinctifs, le dessin, la composition et la couleur. Et puis il classe tous les peintres. C'est-à-dire que pour chaque peintre a sa note qui va de 0 à 20. Il y en a qui ont 0, hein. Y compris des grands peintres qui ont 0. 0 pour la composition, 0 pour le dessin, éventuellement 0 pour la couleur. Voilà, donc il fait ça, et puis bon, ça donne une totalisation de classement, quoi. À la suite de quoi, bon, on découvre que le meilleur des peintres, c'est Raphaël. Bien qu'en couleur, il soit moins bien, quoi. Mais à l'époque, finalement, la couleur, c'est moins important que la composition, le dessin, précisément, ce qui donne de la forme. Vous avez aussi au XVIIIe siècle, toujours, bon, c'est Voltaire qui il fait des commentaires sur les pièces de Corneille. Et il prend les pièces, chaque pièce scène à scène, quoi, pour savoir si vraiment la situation est comme elle devrait être, si les personnages parlent comme ils doivent parler, si le roi parle bien comme un roi, la suivante comme une suivante, bon, et ainsi de suite, quoi. Voilà, donc il y a une époque, on peut dire qu'il y a une espèce de série, disons, de normes, de règles, et bon, ce qui est beau, c'est ce qui est fait en quelque sorte en fonction de normes qu'on peut considérer comme universelles, quoi. Donc vraiment, essentiellement, le beau, c'est le bienfait, quoi. Et puis il y a en fait la caractérisation inverse, où finalement forme ça veut dire complètement autre chose, où forme ça veut dire plutôt quelque chose, voilà, que c'est pas du tout la forme de quelque chose, c'est pas le produit de certaines normes, certaines règles, certains calculs mathématiques, non. Précisément on peut dire que bon, la forme c'est quelque chose comme une apparence, une apparition. Bon, lorsque Kant parle du beau précisément, et qu'il parle de la forme, voilà, c'est pas justement la forme en tant qu'arrangement organique, géométrique, non, c'est la forme en quelque sorte, au sens de ce qui est devant vos yeux, qui est justement, du même coup, disons, n'est pas jugé par des critères, et même, on peut dire, est jugé d'une certaine façon, comme justement ce qui met un peu les critères de côté, quoi. C'est quelque chose, donc, au fond, qui peut dire, plaît par soi-même, quoi. Et on pense bien sûr, disons à cette époque-là, c'est aussi l'époque où tout d'un coup on s'intéresse beaucoup à la nature, quoi. Donc voilà, finalement il y a un modèle de beauté présenté par la nature, parce que précisément la nature ne veut pas faire de forme, la nature ne veut pas faire de produit, veut pas épater le client, ne veut pas imposer quoi que ce soit, quoi. Donc voilà, bon, elle joue librement, bon, les effets de soleil, de lumière, les effets de nuages, les combinaisons entre, disons, ce que produit le vent, ce que produit la lumière et tout ça, selon les heures du jour, les saisons et tout ça, précisément, c'est de la beauté au sens où c'est libre, c'est sans normes, et on peut dire même au sens où on a l'impression qu'il n'y a personne qui est là pour le faire. C'est-à-dire que c'est
précisément pas. Le bienfait, ce contraire, c'est ce qui n'est pas fait, quoi. Donc on a un second caractère complètement différent, quoi, où le beau se caractérise plutôt par une espèce disons de liberté ou d'indépendance. Et au fond, ça se définit comme, on pourrait dire, une espèce de rapport un peu de séduction, mais de séduction, on peut dire, sans appropriation ni captation. Bon, une analyse célèbre donc de poète allemand Schiller qui analyse le beau selon les font deux aspects, à savoir il y a la grâce qui nous attire et puis il y a la dignité qui nous repousse, quoi. Donc évidemment le beau c'est quelque chose qui justement nous attire, en même temps ne nous attire pas comme un objet, simplement comme qu'on voudrait consommer, quoi, voilà. Et ça donc c'est d'un côté un rapport d'indépendance du beau par rapport à nous, d'un autre côté aussi je dirais un rapport d'indépendance aussi de nous par rapport à lui, c'est-à-dire que le beau finalement c'est ce qui nous demande, en sens, c'est ce qui nous demande rien, c'est ce qui ne nous promet rien, ce qui ne nous demande pas de vouloir quelque chose. Là non. On pourrait aussi justement caractériser le lait dans ces deux cas. Dire que dans le premier cas, bon, bien sûr, le lait, ça se définit facilement, quoi. C'est-à-dire que le lait, c'est précisément ce qui est mal formé, mal fabriqué. C'est l'informe, c'est le difforme, c'est le discordant, voilà. Bon, on a un critère du beau qui fonctionne aussi comme critère du lait, quoi. Alors si on prend la deuxième figure, c'est différent, c'est-à-dire que le beau ne va pas être défini par une espèce de qualité, disons de qualité ou d'absence de qualité spécifique, mais par rapport justement à cette espèce je dirais, de rapport d'indépendance dont je parlais pour le beau. Dans cette figure-là, le lait, je dirais, c'est justement quelque chose qui s'impose à nous, quelque chose qui nous agresse, quelque chose donc finalement oui, on peut penser particulièrement au cas de toutes les formes de publicité, d'affiches publicitaires, de séquences publicitaires, etc. Où, précisément, c'est laid parce que ça veut nous faire à croire à quelque chose, acheter quelque chose, ou aimer ou haïr quelque chose. Et prenons un cas très simple, c'est le cas de l'affiche Dior J'adore, quoi. Dior J'adore, voilà, on a une actrice qui est superbe, on a un joli flacon, là il y a de l'or, il y a tout ce qui fait de la beauté, quoi. Et en même temps c'est affreux, quoi. Enfin, moi je pense personnellement que c'est affreux, parce que précisément il y a cette espèce d'association immédiate entre disons un produit, l'or, etc. L'or, l'amour, la marchandise, voilà. Et bon, c'est une affiche qui n'est là que pour nous faire acheter quelque chose, quoi. Et alors bon, Charlize Theron, elle est très belle, il n'y a pas de problème, et pourtant c'est laid. Cette espèce disons, de différence de perception du beau, c'est aussi quelque chose, je dirais, qui est un peu une rupture historique entre deux moments. C'est-à-dire que, on est obligé forcément d'être limité, hein. Là, on se situe en Occident, en Europe même, à la fin du XVIIIe siècle, quoi. Bon, il y a un moment de bascule où le beau n'est plus justement une qualité des objets, une qualité des choses définie par des critères, mais une sorte de point de vue, de point de vue sur les choses. C'est-à-dire que le beau ne se définit plus à ce moment-là par rapport au lait. Bon, vous prenez, disons, un petit peu les théoriciens de l'esthétique, quoi. Disons, quand ils vont parler du beau, ils ne vont pas parler du lait. Bon, au XVIIe siècle encore, vous prenez un philosophe, vous prenez Spinoza. Spinoza, il vous explique le beau et le laid en parallèle, quoi. Bon, fin du XVIIIe siècle, vous prenez Kant. Kant, il vous dit ce qu'est le beau. Il vous dit à un moment ce qu'est le laid. C'est-à-dire que le beau est plus considéré en quelque sorte sur une espèce d'échelle, quoi, où c'est plus ou moins beau, plus ou moins laid, suivant que, effectivement, ça s'accorde avec des critères de beauté, ou au contraire, ça les contrarie. Non, c'est une expérience spécifique, qui va non pas s'opposer, mais se différencier d'autres expériences. C'est-à-dire, considérer un objet comme beau, ça veut dire le considérer justement comme une sorte dans une sorte d'expérience sensible spécifique. On s'adresse à cette forme-là, qui est devant vous, pour elle-même, quoi. C'est-à-dire, on s'y adresse non pas comme un objet de connaissance,
non pas un objet de, disons, d'utilité, non pas un objet de désir qu'on voudrait s'approprier, quoi. Et d'une certaine façon, c'est ça qui va définir la beauté justement dans une espèce de différence qui n'est plus, disons, pensée en termes d'opposition, quoi. Vous avez un certain type de rapport à un objet, vous dites c'est beau, mais vous dites c'est beau, disons, ça veut dire que bon, je le considère en quelque sorte comme en suspendant un peu si vous, tous les autres critères. Et c'est beau en un sens parce que ça suspend les autres critères de savoir si ça vous est utile, si on a envie de l'acheter, si on a envie de le posséder, ou bien si on a envie de le décortiquer. Voilà. Non. Et donc, au fond, le beau va se définir justement par cette espèce de différenciation, mais qui est plus pensée en termes d'opposition. Ce moment, en quelque sorte, où je peux dire, bon, historiquement, on peut dire vraiment secret, cette espèce de figure nouvelle du beau, c'est le moment aussi où naît l'esthétique, quoi. C'est-à-dire l'esthétique, c'est pas un truc éternel, quoi. C'est pas un truc éternel. Bon, disons, bon, Platon, des choses comme ça, bon, ils connaissent pas l'esthétique. Bon, ils vont très très tard, en quelque sorte. Voilà, bon, c'est un mot qui veut rien dire. Alors, c'est un mot qui veut dire quelque chose précisément pour désigner, l'appréhension de ce type d'expérience comme expérience spécifique, quoi. Expérience spécifique qui éventuellement aussi, justement, est une expérience qui en même temps crée quelque chose comme une valeur qui importe à la communauté. C'est-à-dire que bon, le beau ne marque plus une qualité des objets, il marque une certaine disposition des sujets, qui éventuellement aussi une disposition qui sont à même en quelque sorte de partager, quoi. C'est-à-dire que bon, c'est le moment où le beau, ça devient une valeur à côté du bien, du juste. Bon, ça se passe à l'époque de la Révolution française aussi, quoi, à l'époque où on cherche en quelque sorte des nouvelles formes de communauté, une espèce de communauté juste, quoi. Et bon, dans ce contexte-là, bon, il y a donc un poète, Schiller, dont on parlait tout à l'heure, qui était aussi un lecteur de philosophie, c'est un grand lecteur de Kant, et qui propose quelque chose comme ce qu'il appelle une éducation esthétique de l'humanité, quoi. Avec l'idée qu'au fond, il y a une capacité de tout le monde de participer à l'expérience du beau, puisque précisément, c'est plus une question de savoir ou de ne pas savoir. C'est pas non plus une question de vouloir posséder ou pas posséder. Donc finalement, c'est une disposition en quelque sorte qui est en elle-même, on peut dire, bon, universelle, quoi. Et au fond, on peut penser une espèce de communauté qui est formée par ce sens du beau, quoi. Donc par conséquent, là, une espèce de société, on peut dire, libre et égale, mais pas à la manière française, pas à la manière, si vous voulez, des lois révolutionnaires, non, une espèce en quelque sorte, de communauté fondée dans une espèce de sensibilité commune, quoi. Pourquoi je dis que le beau et le laid, c'est une entrée restreinte? Parce que je pense que c'est une entrée qui ne nous donne pas en quelque sorte accès au type de beauté qui est un peu celui au fond, qui est en quelque sorte en fait, régnant dans nos sociétés, quoi. J'emprunte à Kant deux de tes exemples. Un premier exemple, c'est les fleurs. Bon, disons bon, qu'est-ce que c'est qu'une fleur? Une fleur, c'est l'organe de reproduction d'une plante. Mais bon, nous dit Kant en même temps, bon, une fleur, c'est une espèce de libre beauté de la nature. C'est-à-dire que bon, la nature, disons, c'est quelque chose de fonctionnel en un sens. La fleur, c'est la partie fonctionnelle, on peut dire, essentielle de la plante, ce qui va produire donc la reproduction. Et en même temps, nous dit Kant, bon, même le naturaliste, s'il considère la fleur comme belle, disons, il la considérera plus comme un organe de reproduction. Ça ne veut pas dire qu'il la considérera comme laide, ça ne veut pas dire que la reproduction est laide, mais ça veut dire simplement qu'il y a cette espèce de distinction en quelque sorte. Oui, voilà, bon, la fleur c'est en quelque sorte ce qu'il y a de plus fonctionnel dans un végétal, quoi. Et en même temps c'est quelque chose qui se donne, voilà, bon, à aimer, à admirer, disons, voilà, qui vous plaît. Au premier coup d'œil, et bon, effectivement, on n'y pense absolument pas finalement à sa fonction. Un autre exemple que prend Kant, qui n'est pas par rapport à une espèce de fonction naturelle, mais une fonction sociale. Qu'est-ce que c'est que apprécier esthétiquement, juger belle la façade d'un palais? Alors il dit, bon, oui, il y a des gens qui vont tout de suite dire, si on leur surmontre ce palais, oh là 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 là, ça c'est du luxe, ça a été fait avec la sueur du peuple, et puis bon, moi j'aime pas du tout ça, j'aimerais beaucoup mieux être dans une île déserte, avoir une cabane, il suffit
que j'ai ce qu'il me faut pour vivre tranquillement, etc. Il dit oui, bon, tout ça d'accord, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est, voilà, vous avez cette forme, disons, en face de vous, comment est-ce que vous l'appréciez, quoi. Et effectivement, pour l'apprécier, ben, il ne faut pas s'occuper de savoir si les ouvriers qui l'ont construit ont été mal payés, vivent même dans des taudis. Bon, il ne faut pas s'occuper de savoir si les gens qui sont là sont des espèces de fainéants, des fils de riches, etc. Non, c'est pas le problème, quoi. C'est pas le problème. Vous avez là devant vous quelque chose, quoi. C'est une expérience qu'on retrouve en quelque sorte constamment, quoi. Bon, prenez un exemple tiré au cinéma, quoi. Bon, dans les œuvres donc, des cinéastes japonais, Ozu, il y a tout le temps des plans avec des cordes à linge et du linge qui se balance dans le vent. Bon, il n'y a jamais de plan où on voit des gens étendre le linge. Non, mais il y a ce linge, il n'y a rien de plus trivial. Mais en même temps, disons, c'est là, ça sert à rien, sauf à se balancer dans le vent. Il y a plein d'exemples comme ça, je dirais, de dissociation qui font l'idée que c'est beau. Bon, encore un exemple qu'on peut prendre, là, bon, il s'agit du reportage que les journalistes, écrivain américain James Agee fait chez les fermiers de l'Alabama, quoi. Donc il est là pour constater un petit peu la manière dont vivent les gens, quoi. Bon, il décrit tout ce qu'il voit. Bon, il est chez vraiment des métayers pauvres, vraiment qui vivent misérablement. Et il décrit les choses, mais c'est une espèce, en quelque sorte, peut dire d'émerveillement perpétuel, quoi. Et en particulier, il décrit la salopette du métayer. Il y a des reprises absolument partout, des petites pièces qui ont été ajoutées partout. Il trouve ça magnifique, il dit bon ça c'est vraiment, c'est devenu quelque chose comme une espèce de broderie, un petit peu comme le manteau d'un prince Toltec. Voilà, bon évidemment on peut mettre en question si vous voulez ce genre de distinguo radical, mais en même temps voilà, c'est ça effectivement je crois qui est un petit peu au cœur de cette idée de la beauté. Bon, d'abord, une chose qui est claire, c'est que, oui, la déconnexion est la plupart du temps, je dirais, bon, partielle. Bon, de toute façon, la plupart des choses que nous considérons comme belles, en tout cas, des choses du passé que nous considérons comme belles, bon, elles ont été d'abord des choses utiles. Bon, ça a été des statues pour des temples, pour les dieux, ça a été des peintures pieuses faites pour l'église, des portraits faits pour les grands de ce monde, ou bien simplement, disons, des objets utiles, bon, comme ça, disons, qu'on a ramassé un peu partout au travers du monde à l'époque de la colonisation. Et maintenant, c'est simplement beau, quoi. Mais bon, ce qui effectivement suppose, au fond, une sorte de processus de neutralisation, quoi. De neutralisation, si vous pensez par exemple à la peinture religieuse, quoi. Bon, voilà, on a disons, dans nos musées des œuvres picturales de l'art religieux, de la Renaissance. Bon, ça représente effectivement des scènes religieuses qui éventuellement étaient, disons, liées à des choses violentes, quoi. À des choses violentes, plus ou moins liées à la lutte contre l'hérésie, plus ou moins liées finalement au point de vue de l'Inquisition. En un sens, tout ça a disparu, tout ça a été neutralisé, quoi. Au XVIIIe siècle, il y a une espèce évidemment de grande interrogation sur le rapport entre la moralité d'une œuvre et puis sa beauté. Bon, il y a les fameuses, disons, déclarations de Rousseau, de Jacques Rousseau, dans la lettre d'Alembert sur les spectacles. Bon, voilà, sur les pièces de Molière, bon, mais on prétend que c'est pour corriger le vice. Mais si on veut corriger le vice, comment est-ce qu'on peut vraiment faire haïr le vice à des gens si on les amuse, si on les réjouit à représenter ce vice. Donc il y a une contradiction, quoi. Et puis bon, il y a Schiller, toujours lui, qui répond à sa manière, quoi, qui dit que bon, de toute façon les œuvres sont pas là pour faire valoir, disons, les bons comportements, défendre la morale contre le vice, enseigner aux jeunes filles, etc., comment se méfier des séducteurs ou que sais-je, quoi. Non, au fond, ce que les œuvres produisent, les œuvres belles produisent, c'est une sorte d'enrichissement finalement de la sensibilité qui justement va au-delà du simple jugement
pour savoir si c'est moral, pas moral, politiquement correct ou politiquement incorrect, ou des choses comme ça, quoi. Et ça, bon, c'est quelque chose, je dirais, qui est quand même un critère qui fonctionne, je dirais, y compris pour ce que vous appelez, bon, disons, des œuvres belles qui représentent des choses laides, quoi. C'est-à-dire qu'au fond, bon, bon, on connaît beaucoup d'œuvres, disons, écrites par des auteurs bon, douteux, bon, politiquement douteux par exemple, et bon, aujourd'hui ça rebondit un peu, toutes les histoires, est-ce qu'on peut séparer l'homme de l'œuvre, un type qui a des intentions vraiment épouvantables, qui a bon, des préjugés, bon, racistes, antiféministes, que sais-je, machistes, etc. Est-ce qu'on peut vraiment séparer les deux, quoi, ou non? Bah, d'une certaine façon, je dirais que c'est au fond comme à l'intérieur même, de ces productions, que finalement la séparation se fait ou se fait pas. C'est-à-dire qu'il y a que souvent ce processus de neutralisation, il fonctionne ou il ne fonctionne pas, quoi. Bon, prenons un exemple bon, très simple, qui est l'exemple d'un écrivain bon, antisémite, fanatique, à savoir bon, Louis-Ferdinand Céline. Il y a, disons, des livres entiers, ce ne sont que des injures contre les Juifs, quoi. Bon, c'est difficile de trouver quelques beautés, quoi. Bon, il y a des livres, disons, qui sont plus compliqués. Prenons un livre, son premier grand livre, là, Le Voyage au bout de la nuit, quoi. Justement, où il y a quelque chose comme une espèce de différenciation interne, c'est-à-dire, au fond, il y a des moments, en quelque sorte, où son point de vue, sur la société se traduit par une espèce de générosité, quoi. Vous prenez, bon, dans ce livre, comme ça, il y a une espèce l'attention un peu du médecin des pauvres, disons, au petit pauvre qui est malade, voilà, et ça. Puis il y a d'autres moments, au contraire, où on ressent une espèce de rage, en quelque sorte, bon, une rage qui va exprimer, non plus finalement, en quelque sorte, pour la dynamique d'une œuvre, mais simplement une espèce de ressassement de la personne qui écrit cette œuvre. C'est pas tellement facile de faire une belle œuvre, disons, avec des sentiments tout noirs, quoi, contrairement à ce qu'on pense, quoi. Il y a toujours une espèce de confrontation interne, en quelque sorte, à l'œuvre elle-même. Bon, c'est peut-être singulier, si vous voulez, mon propre itinéraire, parce que, si vous voulez, je ne me suis pas intéressé d'abord à la question du beau et de l'esthétique, comme à une partie de la philosophie, quoi. Finalement, j'ai rencontré ça, bon, essentiellement, à un moment de ma trajectoire où finalement je m'étais égaré sur des terrains qui n'étaient pas celui du philosophe normalement, mais celui de l'historien, quoi. C'est-à-dire que je m'étais mis à travailler un petit peu sur l'histoire ouvrière au XIXe siècle, sur la constitution de l'idée de l'émancipation ouvrière. Et c'est là-dessus, en quelque sorte, que voilà, je suis tombé comme ça, sur des formes, disons, d'aspiration de la beauté ou d'expérience de la beauté chez des gens qui, en principe, n'étaient pas concernés par ça. C'est-à-dire que bon, je vais consulter des archives d'un ouvrier ébéniste du 19e siècle, des années 1830, quoi. Bon, là, on ouvre les archives d'un ouvrier, on s'attend à avoir des histoires de travail, de salaire, de bagarre, choses comme ça. Et puis, première lettre que je tombe, c'était des histoires où on parlait justement de beauté, de nuages, de verre, voilà, de promenade à la campagne, de choses comme ça. J'ai été quand même frappé par ça, quoi. C'est-à-dire que, disons, ces gens-là, leur problème, c'était pas simplement d'être mieux payés, mieux logés, etc., mais c'était d'avoir accès finalement à un monde de sensations, justement qui leur était pas, qui était considéré comme étant pas pour eux, comme étant pas le leur, quoi. De même, bon, disons à la même époque, il se développe en France un phénomène qui s'appelle la poésie ouvrière. C'est-à-dire qu'il y a une masse d'ouvriers qui se mettent à faire des poèmes. Et par rapport à ça, aussi bien, disons, les gens en place que les écrivains en place ont des sentiments mêlés, quoi. Bon, c'est très bien, le peuple parle, le peuple chante, c'est très bien, mais le peuple devrait chanter d'une manière populaire, quoi. C'est ça leur problème. Or, bon, ces ouvriers, ils font des grandes odes, des grands hymnes, des élégies, et même quelquefois des tragédies en vers. Leur problème, c'est d'avoir accès, en quelque sorte, à un certain type d'expérience du monde, de rapport au monde sensible, un certain type de jouissance qui, précisément, leur est refusé parce que c'est pas pour eux, quoi. Donc voilà, moi, c'est qu'un peu comme ça, si vous voulez, que
que j'ai rencontré d'abord, j'ai rencontré disons, comme objet philosophique, si vous voulez. Je me trouve devant, au fond, cette espèce d'expérience esthétique comme composante de l'aspiration à vivre dans un autre univers, à vivre un autre monde. À l'époque, en même temps que je rencontre ça, bon, il y a une série de livres sociologiques, et notamment le livre de Pierre Bourdieu qui s'appelle La Distinction, quoi, bah, qui vous explique que, oui, bah, ces histoires de jugement esthétique, bah, voilà, tout c'est bon pour les gens qui ont une bonne société, qui ont une bonne position sociale, c'est pour des petits bourgeois, comme pour des profs comme Kant. Mais que voilà, le jugement esthétique, c'est réservé aux gens qui le peuvent. En revanche, les gens du peuple, bon, bah, ils ont des jugements de nécessité, quoi, voilà. Alors bon, voilà, je me trouvais avec d'un côté en face, si vous voulez, bon, ces déclarations d'un professeur de sociologie sur ce que c'était que l'expérience esthétique, et d'un autre côté, bon, l'expérience esthétique, disons, que je constatais, qui était quand même partie d'une expérience de révolte, disons, d'émancipation sociale. À partir de là, j'ai travaillé sur l'esthétique et la beauté, pas comme une espèce de division de la philosophie, mais comme un type d'expérience qui est justement un type d'expérience un peu de rupture, expérience du beau de gens qui ont en principe rien à faire avec le beau. Bon, et qui pourtant, disons, veulent faire cette expérience. C'est un petit peu ce que j'ai essayé de développer. Bon, notamment, j'ai écrit à cette époque un livre qui s'appelait Le philosophe et ses pauvres, quoi. Voilà, pour dire précisément, bon, les pauvres, ils n'ont pas exactement le même type de rapport au sensible que les professeurs ou que les philosophes, voudraient, quoi. C'est aussi ce moment où j'ai justement rencontré aussi cet autre livre dont je parlais tout à l'heure, à savoir les lettres de Schiller sur l'éducation esthétique de l'homme, qui précisément prennent complètement le contre-pied du point de vue du sociologue, quoi, en disant il y a là une expérience qui est justement l'expérience d'une sorte d'autre monde possible. Ça correspondait au type d'expérience ouvrière sur laquelle j'étais en train de travailler. Donc c'est comme ça que je me suis d'abord intéressé, si vous voulez, à ces questions, encore une fois, et pas du tout par une espèce de réflexion générale pour savoir quels étaient les critères du beau. Il est clair que tout universel est un universel relatif. Je veux dire que, bon, on va dire que par conséquent, bon, pour moi, ce qui est intéressant, bon, c'est le fait que, justement, l'universel, c'est pas une espèce disons, en quelque sorte, d'espèce d'instance neutre qui se tiendrait au-dessus des conditions historiques, sociales, etc., mais que l'universel est toujours une espèce enfin, en quelque sorte, de tentative de s'approprier un universel, quoi, si vous voulez. Par conséquent, bon, il y a des gens qui pensent qu'ils possèdent l'universel, quoi. C'est vrai qu'ils possèdent l'universel, là, bon, il y a effectivement, bon, la loi, l'égalité, la mesure, etc., bon, l'universel contre le particulier, etc. Et puis, bon, il y a, disons, des expériences, en quelque sorte, d'universalisation. C'est-à-dire que, bon, il y a des gens qui sont considérés comme incapables, justement, de s'occuper de l'universel, incapable de s'occuper, par exemple, des affaires de la communauté, mais incapable aussi de porter un jugement, sur une œuvre belle ou que sais-je, etc. Et bon, il y a des gens qui prennent la liberté, en quelque sorte, de construire eux-mêmes, mais construire un petit peu de manière polémique, disons, un accès. Un accès à l'universel. Et d'une certaine façon, bon, alors bien sûr, il y a des moments où, disons, cet accès à l'universel est plus ou moins favorisé. C'est pas simplement des questions de classe, de savoir si vous êtes en haut ou en bas, quoi. C'est de savoir quel type de rapport il y a entre le haut et le bas, quel type, voilà. Bon, l'époque sur laquelle j'ai travaillé, si vous voulez, bon, c'est une époque où il y a un type de poésie, si vous voulez, c'est la grande époque du romantisme, quoi. Donc un type de poésie, finalement, qui est largement diffusé, et éventuellement dont les ouvriers vont s'emparer en disant, bon, ce vers-là, bon, le poète croit que c'est lui qui parle, c'est de lui qui parle, mais pas du tout, c'est de nous qui parle, et c'est nous qui savons ce qu'il dit, quoi. Je veux dire, il y a des moments, en quelque sorte, où il y a des formes, disons, des formes dominantes de l'universel, qui sont en quelque sorte aisément, qui sont appropriables par ceux qui sont plus ou moins dans des conditions infériorisées, mais aussi en tant qu'ils se pensent eux-mêmes comme appartenant à quelque chose comme une espèce
de projets d'humanité future, quoi. Des ouvriers qui, au 19e siècle, quand on parle du 20e siècle en quelque sorte, s'emparent un petit peu des grands mots de la politique, s'emparent éventuellement de la littérature, des arts, etc. Bon, ils le font en tant que, voilà, ils ont l'impression malgré tout, qu'ils appartiennent à un monde de l'avenir, quoi. C'est ça le problème, parce que, si vous voulez, il est clair que depuis l'époque, on a multiplié ce qu'on appelle, disons, toutes les formes d'accès, quoi. C'est-à-dire que, voilà, on fait de tout, disons, pour que, voilà, n'importe qui puisse avoir accès à la culture, que n'importe qui puisse aller dans les bibliothèques. Bon, il n'y a pas un jour, à la Bibliothèque nationale, où vous voyez débarquer une classe de gamins comme ça, qu'on essaie de sensibiliser ça, à sensibiliser. Vous avez, pareil, vous allez dans un musée, vous voyez toujours des classes aussi de bambins qui sont là avec leurs crayons, leurs dessins. Et, d'une certaine façon, on a multiplié des formes d'accès qui n'existaient absolument pas, si vous voulez, à cette époque-là, quoi. Mais d'une certaine façon, je dirais, les formes d'accès sont aussi des formes d'accès qui maintiennent à distance. C'est une dialectique très compliquée, c'est-à-dire que précisément, je dirais, d'une certaine façon, ce qui manque, c'est pas les accès. Je dirais, ce qui manque, c'est la capacité de transgression, d'une certaine façon. C'est la capacité de s'approprier ce qui ne vous appartient pas, quoi. C'est facile quand on a l'impression on appartient quand même, à un monde ouvrier, à un monde prolétaire, voilà, qui porte en lui-même une humanité future. Bon, si vous êtes dans les conditions actuelles, en quelque sorte, une espèce de dissolution, disons, de ces formes un petit peu de subjectivité partagée, c'est beaucoup plus difficile, c'est-à-dire, et encore une fois, il y a des politiques culturelles, il n'y avait pas de politique culturelle à l'époque, et aucune politique culturelle, les gens étaient même pas instruits, quoi. Ils apprenaient par eux-mêmes à, disons, à lire et à écrire, quoi. Ils décidaient tout d'un coup d'entrer dans ce monde de la culture qui n'était pas fait pour eux, de se mettre à faire des grandes élégies, etc. Puis, maintenant, il n'y a plus besoin de ça. Mais d'une certaine façon, il manque cette espèce d'idée en quelque sorte que on est les hommes ou les femmes du monde futur et qu'on s'approprie d'une certaine façon, qu'on s'approprie déjà, qu'on dérobe aux autres, qu'on vole aux autres finalement leur politique, leur culture, leurs valeurs et ainsi de suite, quoi. Le problème à un sens, c'est qu'il n'y a plus rien à voler, quoi. Il y avait justement une espèce de forme d'éducation interne, si vous voulez, qui était quelque chose d'extrêmement fort, qui effectivement, c'est délité avec le délitement de la force collective ouvrière. Il n'y a pas de rapport, disons, direct entre ma propre sensibilité au beau et au laid et puis mon travail en tant que philosophe, mon travail, voilà, en tant que chercheur, quoi. Bon, là, je parlais, si vous voulez, de mon travail en tant que chercheur dans le domaine de l'histoire de l'émancipation ouvrière, par exemple. Ou bien, j'ai aussi beaucoup travaillé, si vous voulez, après ça, dans un domaine qu'on appelle plus classiquement esthétique, quoi, si vous voulez. Mais pas forcément en fonction de mes goûts personnels, quoi. Si je pense à mon expérience propre de la beauté, qu'en gros, l'essentiel s'en est formé en 2 ans entre l'âge de 15 ans et de 17 ans, essentiellement par des voyages en Italie. Mais en même temps, disons, voilà, j'étais parti, j'ai fait une espèce de tour donc avec mon lycée, enfin avec l'aumônier du lycée, voilà, on allait à Milan, à Venise, à Florence, etc. Et puis pendant très longtemps, je trouvais ça moche, quoi. Je trouvais pas ça beau, les peintures qu'on voyait, pourtant c'était ultra en quelque sorte canonique. Et puis tout d'un coup, j'ai eu une espèce de coup de foudre un peu, c'était à Florence, soit Botticelli, Fra Angelico. Pourquoi? Parce que précisément, j'étais devant là encore, d'une certaine façon, des œuvres où tout d'un coup, il y avait tout un aspect réaliste, un peu de la peinture, une espèce comme ça de poids des corps, de poids de l'expression qui avait disparu, quoi. J'étais devant des figures qui d'une certaine façon étaient plongées dans la rêverie, dans la méditation. Donc j'ai un peu une espèce de rapport, je dirais, d'indépendance dont je parlais tout à l'heure, si vous voulez, c'est-à-dire devant des œuvres qui n'étaient pas
En même temps, bon, Fra Angelico, disons, c'était pour les moines, quoi, ça sans Marco, mais en même temps, il y avait comme une espèce, disons, un petit peu comme de purification de la figure, de disparition de tous les traits un petit peu, bon, dramatiques, réalistes, et comme ça, comme une espèce de, comme ça, de, oui, d'abstraction, enfin d'abstraction, pas au sens de la peinture abstraite, quoi, mais bon, qui tout d'un coup faisait que j'avais un sentiment comme de légèreté, disons, par rapport à ses œuvres, quoi. Après ça, bon, j'étais retourné 2 ans après, j'ai passé un mois en Toscane, bon, j'ai été voir les fresques de Piero della Francesca à Arezzo, c'était un peu la même chose, quoi. Ça raconte une histoire compliquée, avec un programme idéologique compliqué, et en même temps, bon, bah, c'est des formes, des couleurs qu'on peut apprécier, bon, pour elles-mêmes, bon, par rapport à tout à l'heure, bon, voilà, dans la légende de la croix, il y a un moment où il y a un juif qu'on veut faire parler pour qu'il dise où sont les restes de la croix, voilà, on le plonge dans un puits, enfin on le torture, etc. Bon, c'est vraiment pas sympathique. Rien de tout ça n'apparaît en quelque sorte sur la peinture. Il y a donc cette espèce, je dirais, bah, de détachement dont je parlais tout à l'heure. C'est peut-être ça qui m'a séduit, quoi. Moi, j'aime pas trop tout ce qui est, encore une fois, bon, réaliste, expressionniste, démonstratif. Et tout d'un coup, j'étais devant une espèce de monde qui... C'était un peu pareil, quoi. C'est-à-dire, au fond, cette peinture n'avait pas besoin de moi, ne s'adressait pas spécialement à moi, ne me demandait rien, ne m'obligeait à rien. Voilà. Bon, il y a cette expérience-là. Bon, l'autre expérience, quand même, c'est l'expérience de ce qu'on appelle la nature, quoi. Moi, j'ai toujours aimé, effectivement, bon, la nature, les jardins, voilà, l'espace, des choses comme ça. Donc, la beauté précisément naturelle, la beauté sans art, la beauté où. Voilà, où l'art ne s'affiche pas, quoi, si vous voulez. Ça ne définit pas des choses qui soient belles ou qui soient laides en soi, quoi. C'est finalement le mode de présentation, de la chose, enfin, le type d'apparence en quelque sorte qu'elle constitue, enfin, le temps dans lequel elle s'inscrit, enfin, tout ça qui en quelque sorte fait la beauté ou la laideur. Prenons un exemple tout simple. Bon, pour moi, un des critères, disons, du beau, pour un film par exemple, c'est bon, vous allez au cinéma, bon, vous avez la publicité. La publicité s'arrête et le film commence. Au fond, toute la question est de savoir est-ce que le régime des images du film est le même celui de la publicité ou pas. Et bon, très souvent, c'est le même. La beauté, c'est ce qui fait une espèce d'interruption, si vous voulez. Bon, il ne s'agit pas de dire telle chose est belle, telle chose est laide. Il y a une organisation d'images, voilà, qui est là, encore une fois, bah, pour vous faire acheter quelque chose, pour vous faire croire à quelque chose, pour vous faire aimer quelque chose. Bon, je trouve ça insupportable, quoi. De même que tout à l'heure, je parlais de l'affiche Dior. Et puis, effectivement, il y a une organisation d'images, voilà, bon, qui vous laisse libre, qui vous laisse respirer. Moi, en général, la plupart du temps, bon, quand je vois des photos disons, d'actrices dans un gala et tout, je me dis, mais qu'est-ce qu'elles sont moches! Qu'est-ce qu'elles sont moches parce que, bon, elles incarnaient des personnages qui n'étaient pas considérés comme beaux. Elles étaient belles, disons, dans la dynamique, en quelque sorte, du film. Et voilà, lorsqu'en quelque sorte, elle se présente elle-même, je suis une star, ça devient moche. Pour moi, disons, enfin, mon expérience un peu de la beauté, c'est, d'une certaine façon, c'est quelque chose qui est un peu... pour le beau, c'est quelque chose qui lave les yeux, quoi, si vous voulez. Qui lave les yeux tout d'un coup, bon... voilà, c'est un petit peu comme l'expérience, si vous voulez, de voilà, le soleil qui arrive après la pluie. Le soleil qui arrive après la pluie, là, tout d'un coup, tout est purifié. On a l'impression qu'on a une espèce de regard neuf sur le monde. C'est ça un petit peu pour moi, disons, la beauté. Donc n'importe quelle chose peut être belle ou laide, selon justement qu'elle a un type de rapport différent au monde qui vous entoure, au monde que vous regardez. Il y a des choses qui sont rarement belles, quoi, parce que c'est vraiment pas leur fonction. La plupart des choses, on va dire qu'elles peuvent être belles ou laides. Je pense que tout est véritablement une question de disposition, une question de mode d'apparition, de mode de présentation, une question de tempo aussi, quoi. Bon, moi, je suis beaucoup le cinéma, enfin moi j'aime beaucoup le cinéma, quoi, et pour moi un critère, c'est-à-dire que, disons un plan, il dure, très souvent il dure trop longtemps. Il n'y a rien à faire, je me suis dit, bon là il faudrait couper, mais non.
il continue. Et en même temps, bon, c'est vrai que disons, les plus grands cinéastes ce sont ceux qui éventuellement savent continuer, savent créer un temps spécifique. La beauté, c'est d'une certaine façon, c'est lorsque une chose apparaît, devient comme inséparable, si vous voulez, enfin, de l'espace à quoi ça appartient, de la lumière qui l'éclaire, du temps dans lequel ça se déroule, quoi. Bon, finalement, vous prenez ça, bon, prenez la musique, ça me touche. Quand on a l'impression que fond, ça sort du silence et c'était déjà là dans le silence, quoi. Voilà, bon, mais ça c'était. En même temps, c'est des expériences qui sont complètement subjectives, mais à la fois subjectives au sens où c'est un sujet, en même temps, ça pas au sens où je serais le seul à penser comme ça. Bon, tout le monde a un petit peu ce genre d'expérience. Le lait, bon, bah, pour moi, il est lié aux contraintes, quoi. Bon, il y a toutes sortes de contraintes, hein. Disons, la loi du marché, c'est un type de contrainte. Bon, à d'autres époques, disons, bon, bah, il y a eu des. Bon, le lait a été lié à des volontés de démontrer, bon, malgré tout, bon, prenez tout ce qui était, disons, la caricature raciste. C'est laid parce que ça veut montrer que des gens sont laids, ça veut montrer que ces gens appartiennent à une sous-humanité, etc. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, la forme dominante du lait, c'est le marchand, quoi. Mais encore une fois, c'est plus compliqué que ça. Bon, prenez par exemple, on parlait d'affiches. Il y a eu une époque où les affiches étaient belles. Il y a eu une époque, bon, si on prend les années 1910, 1920, etc., voilà, tout d'un coup, bon, qui était aussi un peu une époque voilà, de type de peinture un peu synthétique, un peu abstraite, etc., où l'affiche, en quelque sorte, bon, vous présentez une espèce de monde allégé, de monde un petit peu avec des lignes simplifiées, des couleurs simplifiées, etc. Bon, c'est quelque chose, mais même les révolutionnaires russes ont utilisé ça, d'une certaine façon, une espèce de simplification des lignes de la couleur, comme ça, pour justement comme voilà, une sorte d'entrée dans un nouveau monde sensible, un nouveau monde de perception. D'une certaine façon, donc, à l'époque, si vous voulez, bon, on avait un peu le même type de rapport à l'affiche disons, dans les pays capitalistes de l'Ouest et puis en URSS, quoi, avec l'idée d'une espèce d'éducation esthétique, là encore. Bon, maintenant, effectivement, vous allez m'acheter ça. C'est une espèce en quelque sorte, je dirais, de cynisme capitaliste, quoi, si vous voulez. Bon, il y a une époque où même le capitalisme a pu s'imaginer qu'il participait un petit peu à une espèce d'éducation esthétique de l'humanité, quoi. Bon, aujourd'hui, manifestement, bon, bah, c'est plus le cas, quoi. C'est plus le cas. Donc, mais effectivement, bon, je dirais le beau, on peut dire. Voilà, encore une fois, c'est le libre, ce devant quoi on est libre, ce qui est libre en face de vous. Alors qu'effectivement, malgré tout, oui, le lait, bah, c'est ce qui est. Oui, c'est ce qui vous contraint, quoi. Ce qui vous contraint, ça peut être des choses très très différentes. Ça peut être l'image du sale type qui à une époque était juif, à l'autre époque sera musulman. Ça peut être, voilà, et c'est bon, l'image de la marchandise. Que moi, je suis très très frappé que, voilà, il y a une époque où on cherchait encore à rendre les marchandises belles, quoi. Et maintenant, plus du tout, quoi. Plus du tout, je suis frappé, il y a une espèce de moment de rupture où véritablement, au fond, on s'est mis à considérer que ce qu'il fallait au peuple, pour le peuple, c'était du lait. Et que c'était voilà, attractif et populaire si c'était lait, quoi. Je suis toujours très, 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 très frappé par ça. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de politique d'en haut, justement, qui dit plus ça sera moche, plus ça sera moche, plus ça marchera, plus ça marchera, plus ça sera populaire. C'est-à-dire qu'effectivement, au fond, on constitue, voilà, c'est aussi un des aspects du problème que vous posiez, etc. C'est-à-dire qu'on constitue un certain type de peuple, quoi. C'est-à-dire que oui, disons, notre capitalisme absolutisé, bon, qu'on appelle néolibéralisme, j'aime pas ce terme parce que libéral ça sonne bien finalement, alors que bon, disons, c'est autre chose, il ne s'agit pas de liberté en plus, il s'agit de contraintes, quoi. Mais enfin bon, disons, notre capitalisme absolutisé, effectivement, voilà, fabrique de la laideur comme il fabrique de la haine. Il y a une époque où les gens s'imaginaient que le capitalisme, ça voulait dire, bon, le libéralisme, justement, sans son l'entend, bon, finalement, bon, chacun est libre, chacun pense ce qu'il veut, chacun a accès à ce qu'il veut, et puis bon, puis le capital s'en fiche, quoi. Après tout, bon, du moment qu'on vend, c'est l'essentiel, quoi. Or, c'est plus ça maintenant, quoi. C'est plus ça maintenant. Le capital a besoin de laideur et il a besoin de haine. Il ne s'agit pas de dire simplement, bon, chaque société a sa beauté et son esthétique. Non, en fait, la question est de savoir si la beauté est constituée pour elle-même. Au fond, si finalement un regard esthétique est constitué ou non
dans tel ou tel groupe humain. Évidemment, bon, il y a toute une série de, quand même de sociétés, y compris notamment dans la société plus ou moins traditionnelle, où on peut dire que bon, les choses que nous appelons belles, bon, bah, ça reste, disons, des choses fonctionnelles. C'est toute une série de pratiques du corps qui ont un sens médical, qui ont un sens religieux, et voilà, et c'est pas de la danse, on n'appelle pas ça danse ou chorégraphie. Bon, il y a toute une série, effectivement, bah, d'objets qui sont dans nos musées des arts décoratifs, dans nos musées au Quai Branly, ou que sais-je, hein. Bon, qui en même temps, dans cette société-là, bon, ont d'abord des fonctions. Quoi. Il faut déjà d'une société que, au fond, l'idée même de la beauté soit constituée. Quoi. Et c'est même pas une question, je dirais, de société, disons, c'est une question un petit peu de groupe humain, c'est-à-dire que dans ce qu'on appelle une même société, bon, mettons même simplement un même pays, vous voyez cohabiter des groupes humains qui ont ou qui n'ont pas finalement en quelque sorte la catégorie de la beauté comme catégorie, disons, qui s'applique bon, à ce qui est sous les yeux. Il y a un poème de Mallarmé aussi comme ça, vous savez, qui s'appelle Conflit, voilà, où c'est le poète, il a acheté ça, enfin, il a loué un petit peu sa maison là au bord de la Seine, il regarde le coucher de soleil, très bien, et puis il y a les ouvriers qui, disons, qui ont passé l'après-midi à boire, qui sont plus ou moins couchés, etc. Bon, qui évidemment eux, ne regardent pas le coucher de soleil, quoi. Et voilà, donc il y a une très belle phrase de Mallarmé que je ne pourrais pas vous reprendre, tout ça, oui. En gros, il dit, voilà, bon, ce serait formidable si sur ces gens qui sont complètement affalés, il y a comme ça quelques points de clarté comme ça qui pouvaient se poser, quoi. Et bon, d'une certaine façon, je dirais que bon, moi, mes ouvriers sur lesquels j'ai travaillé, bon, il y avait des points de clarté déjà qu'ils avaient réussi d'une certaine façon à assimiler. Mais voilà, bon, il y a ça, quoi. Donc il y a ça. C'est même pas une question de dire chaque société a son esthétique, chaque société a sa beauté, quoi. Bon, beauté, bon, ou bien n'a pas de sens dans beaucoup de groupes humains, ou bien a un sens qui est lié à des critères bien définis, et c'est lié en même temps à des usages bien définis des choses. Ce qui caractérise effectivement la société dans laquelle nous on vit, c'est que n'importe quoi peut y être beau. C'est un fait que nous vivons dans des sociétés où, bon, toutes sortes de choses, des objets rituels, des objets d'usage, des outils, des armes, etc., de sociétés ou anciennes ou plus ou moins éloignées, ben, tout ça, maintenant, c'est beau, c'est perçu comme beau chez nous, quoi. Donc voilà, il y a une espèce de, voilà, d'illimitation en quelque sorte du domaine du beau qui, quand même, voilà, un petit peu façonne en quelque sorte notre regard aussi. Opérant oui et non, c'est-à-dire que, bon, bien sûr, disons, il y a des sociétés, bon, il y a des sociétés, bon, toutes les sociétés, surtout les sociétés traditionnelles, bien sûr, on peut dire, ont des espèces de classification, de classification des objets, de classification des formes du visible, de classification des usages de la musique, ou que sais-je, de classification des performances du corps, etc. Bon, qui d'une certaine façon, voilà, définissent ce qui est bien et pas bien. En même temps, bon, nous, disons, il y a comme une espèce de... C'est pas un paradoxe d'ailleurs, mais bon, on vit dans un monde où précisément, on peut dire que la beauté s'est séparée de tous ces usages. Plus une société, disons, est apte à classifier en quelque sorte, on peut dire, tous les types d'objets, toutes les formes, toutes les performances, et moins elle a de chance de trouver quelque chose de quelque chose de beau, quoi. Parce que précisément, il faut en sortir pour arriver à, disons, à définir quelque chose du beau. Donc bon, il y a une espèce de généralisation en quelque sorte, cette espèce de procédure de détachement dont on parlait tout à l'heure. Donc par conséquent, il y a un certain type d'évolution, bon, qui fait que maintenant, bon, la plupart des sociétés, bon, occidentales ou occidentalisées, ont en quelque sorte, on peut dire, intériorisé cette capacité de n'importe quelle chose, bon, à être belle, quoi. Bon, et en même temps, donc, au fond, et même disons, dans beaucoup de sociétés, on peut dire que voilà, il y a en même temps, en quelque sorte, des formes de beauté, qu'on peut dire traditionnelles, et en même temps, bon, la capacité de n'importe quoi à être beau. Bon, vous prenez le Japon, bon, il y a toujours les ikebas, les ikebas, voilà, les fleurs doivent être mises comme ça, il y a une symbolique qui fait que voilà, ça doit être comme ça et pas autrement. Par ailleurs, bon, bien sûr, bon, disons, le Japon a absorbé toutes les formes, disons, culturelles, esthétiques occidentales, et bon, et tout ça, au fond,
cohabitent. Il y a toujours cette espèce de disjonction qui joue, et en même temps, bon, dans la plupart, la plupart des sociétés ont complètement intériorisé en quelque sorte cette espèce d'absorption de toute chose dans la beauté qui caractérise un peu la modernité occidentale, quoi. Bon, je pense qu'en fait ce rapport, disons, de l'esthétique à la violence, en fait, il est à deux niveaux, quoi. Bon, il y a un premier niveau qui est celui que vous évoquez, bon, pour la question la question des stéréotypes, quoi. La question, finalement, il y a des stéréotypes de beauté et de leader qui sont proprement liés, disons, à des formes d'inclusion, d'exclusion et d'exclusion. Bon, on a vécu dans des sociétés où, évidemment, il y avait le profil grec, et puis il y avait le type juif, quoi, pour le dire vite, ou le type métèque. Bon, le type métèque, maintenant, c'est un peu déplacé, bon, c'est plus les juifs, c'est plutôt les arabes, quoi, qui sont le type métèque. Au fond, il s'agit de stigmatiser un mode d'être, quoi. Bon, c'est pas vraiment un jugement esthétique, quoi. Je dirais c'est le jugement qu'une catégorie d'être appartient à une espèce qui est une espèce inférieure, quoi. Et bon, on peut dire que, disons, les jugements beaux et laids sont une manière en quelque sorte de consacrer, de donner une certaine dignité à ce qui est bon, simplement bon, la stigmatisation des groupes considérés comme inférieurs. Ça c'est un premier niveau, mais il y a un second niveau qui est quelque chose de beaucoup plus radical, qui est que bon, la plupart des choses belles qui sont dans nos musées, des choses qui sont, bon, qui font partie de notre monde de l'art, bon, bah, sont des choses qui sont le produit de la violence. C'est des choses qui ont été pillées. Bon, on a commencé à piller, disons, les marbres grecs. Après ça, avant de piller, bon, de piller un petit peu bon, les couvents espagnols, disons, les espagnols, les musées en Italie, disons, aux Pays-Bas, ou que sais-je, et puis bien sûr, disons, tous les pays colonisés, quoi. Le fait qu'il y a cette espèce de lien, on peut dire, très fort, à savoir que oui, notre patrimoine artistique, et au fond le patrimoine, on peut dire, qui a supporté notre idée de la beauté, bon, essentiellement, bon, il a été né de rapports de pouvoir, quoi. Il y a une époque où disons, bon, les œuvres belles, c'était des œuvres qui avaient été commandées, bon, commandées par les princes, commandées par les évêques, commandées par le Vatican, commandées par les seigneurs, les rois, et ainsi de suite. Bon, c'est une première chose. Et puis il y a, disons, un autre moment qui a commencé avec, bon, avec les armées révolutionnaires, quoi. Les armées révolutionnaires qui ont pillé à droite, à gauche, bon, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne. Enfin, l'Espagne, c'était plutôt bien sûr l'armée napoléonienne, mais enfin, c'est toujours un peu la même armée quand même, quoi. Et en même temps, il y a cette espèce de contradiction fondamentale, c'est-à-dire que c'est en partie à partir de ça que se sont constitués nos musées, que s'est constitué aussi notre monde artistique. C'est plus ou moins fondu dans un type de regard qui en même temps est un type de regard qui est libérateur, quoi. C'est-à-dire qu'à la même époque, on peut dire que voilà, on devient capable de regarder des œuvres sans s'occuper de savoir finalement sans s'occuper de savoir à qui, bon, qui les a commandés, quel est le rapport de pouvoir qu'il y a derrière, et en même temps on le peut parce qu'on a pillé des œuvres à droite et à gauche, quoi. Donc voilà, il y a cette espèce de tension qui anime en quelque sorte bon, l'art occidental, avec bon, effectivement tous les retours qu'on connaît aujourd'hui, quoi, à savoir bon, les demandes de restitution, les demandes de décolonisation des musées, et effectivement une espèce de mauvaise conscience. On ne peut pas postuler une espèce d'universalité du sentiment du beau, parce que voilà, bon, le sentiment du beau, il s'est développé au sein de certains types d'universalité, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, bon, il y a des formes de culture qui ont un peu absorbé tout ce qui se faisait, bon, disons, dans différentes cultures. D'une certaine façon, on est habitué en quelque sorte à cette forme d'universalité qui fait que, bon, voilà, on s'est habitué à porter le même regard sur des objets qui sont complètement différents, qui appartiennent à des univers différents. Alors ça est bien évident, premièrement, que c'est quelque chose qui n'existe pas partout, quoi. Et bon, parce que d'une part, il n'y a pas, disons, la circulation, évidemment, n'est pas dans les deux sens, quoi, qu'effectivement, bon, on peut
on peut admirer ici des objets, bon, des objets bon, voilà, qui étaient des outils ou des armes dans telle ou telle, disons, population indienne, disons, d'Amérique du Sud, mais que bon, disons, les populations indiennes d'Amérique du Sud ne vont pas, disons, recevoir en échange un petit peu, voilà, disons, des échantillons de notre peinture, nos arts décoratifs, notre sculpture, etc., que sais-je encore. Donc forcément, je dirais, il y a une espèce d'échange inégal qui fait que l'universel n'est pas bien partagé, quoi. Et qu'en même temps, je dirais que bon, il y a disons, des efforts un petit peu d'universalité, quoi, des potentialités d'universalité qui existent plus ou moins selon les sociétés, quoi. Alors, encore une fois, bon, il faut vivre dans un monde comme le nôtre pour dire, voilà, l'universalité du jugement du coup, c'est bon, pas de problème. Mais c'est également, il faut être dans ce monde-là aussi pour dire, attention, les musées, c'est l'oppression, donc il faut décoloniser les musées. Donc, dire, bon, c'est pas disons, bon, c'est pas, disons, les aborigènes d'Australie qui vont dire, qu'il faut décoloniser les musées, quoi. Ce sont des universitaires français universitaires françaises ou américaines, etc. Donc voilà, d'une certaine façon, il n'y a pas d'universel d'où on puisse juger l'universalité, quoi. L'universalité est toujours singulière, elle est toujours limitée. En même temps, bon, voilà, ce qui reste quand même une chose souhaitable, c'est la capacité du partage, quoi. C'est la capacité du partage sans appropriation, du partage sans pillage, quoi.